Alors, c'est paradoxal. D'un côté, je ne nierai pas, et personne ne devrait nier l'efficacité, à l'époque où ça s'est fait, ce qui est quand même pas non plus aujourd'hui, d'une campagne tout entière locale, tout entière fondée sur une analyse des cibles visées qui était fondée sur la culture dominante de ces cibles, des mâles, un peu, on va dire, comment dire, redneck, comme on dirait là-bas, et qui n'étaient pas du tout convaincus par des discours sur l'écologie et la nécessité de préserver l'environnement. Donc pour leur parler, on a utilisé un mode qui est l'injonction, qui n'est pas un mode de la communication d'aujourd'hui, qui elle est autour du dialogue, autour de la conviction, de l'art de la persuasion. On a étudié un mode beaucoup plus primitif, ne fais pas ça. Et ça a marché. Et ça a marché parce que ça correspondait certainement à un système d'attente. Donc de ce point de vue-là, il faut respecter cette campagne, considérer qu'elle a eu l'efficacité qui était souhaitée, avec des moyens finalement très limités. Ça se termine avec des grandes poubelles aux couleurs du Texas. Il y en a certaines qui disent « nourris-moi, j'ai faim », ce qui est presque gentil, quasi féminin, dans l'état d'esprit sans doute des concepteurs. Et surtout, le message clé, c'est « Don't mess with Texas ». On traduirait en français touche pas à mon Texas, ne le salis pas, ne l'escanne pas. Donc, sentiment mitigé d'un côté, oui, ça a été efficace. D'un autre côté, d'un point de vue philosophique, est-ce que c'est mon idéal de la communication en 2014 ? Non. Parce qu'elle vient à l'époque où elle est faite. Encore une fois, elle est dans un contexte socio-culturel très particulier. Elle vient d'en bas, d'une compréhension fine des systèmes d'attente et des modes d'action et de réaction de la cible visée, qui est une cible, encore une fois, très virile, pas dans le meilleur sens du terme. Donc ça, c'est intelligent. Il faut comprendre son audience pour pouvoir créer les conditions de la conviction. Mais le problème que ça me pose, et la question que je vous pose, Marc, c'est qu'est-ce qui se passe quand les Texans franchissent la frontière de l'Oklahoma ou du Nouveau-Mexique, de l'Arkansas ou de la Louisiane? Ils font quoi? Leurs ordures, ils les jettent par la fenêtre sur l'autoroute, ils s'en foutent, c'est plus le Texas. La communication, c'est ce que dit l'étymologie, d'ailleurs ça repose aussi sur une certaine universalité. Il faut que ça puisse porter très loin et embrasser très large. Or là, ce qui me gêne dans cette campagne, c'est qu'elle est limitée à un État et à une population dans cet État. Je suis persuadé qu'on pourrait aujourd'hui utiliser des moyens beaucoup plus larges que cela, très différents, et notamment par les médias sociaux, pour arriver à un résultat identique. On ferait du billard à 2 ou 3 bandes. On utiliserait la pression faite par les pères de ces garçons un peu bas du front pour arriver à les convaincre de se comporter différemment. Mais bon, ça a fonctionné, donc... Il n'y avait pas de réseaux sociaux non plus à l'époque. Exactement. C'est pour ça que pour moi, c'est une campagne historique. C'est pas une campagne d'aujourd'hui. C'est une campagne qui est très, très antérieure à ce qui a été la fracture dans l'histoire de la communication aux États-Unis de la campagne Obama 2007. Pour la première fois, on a utilisé les communautés réelles et les communautés virtuelles de l'une à l'autre. Parce que les réseaux sociaux le permettaient. Parce que les réseaux sociaux étaient nés. Et Obama a gagné, et d'ailleurs il a regagné en 2012, avec la même logique qui fait qu'il vaut mieux obtenir $5 de 50 millions d'Américains que 5 millions de dollars de 50 millions de 5 millions de dollars de 50 pétroliers texans. Là, c'est l'ancien monde. Dans ce qu'elle contient d'intelligence des audiences. Encore une fois, mais ça c'est vrai aujourd'hui, on considère que la communication, c'est la recherche de l'équilibre entre les contenus, le contenu du message, l'audience que l'on vise et l'intelligence de son langage, et puis les stratégies de contact. Ce qui était bien fait, c'est qu'on avait le contenu basique, fais pas le con, on avait les audiences très spécifiques, et le langage qui allait bien, Don't mess with Texas, et on avait une stratégie de contact extrêmement primaire, des signes et des signaux et des poubelles au bord des autoroutes. Donc on a fait quelque chose de parfaitement adapté. Aujourd'hui, franchement, il faudrait un autre dispositif, très différent. La leçon première est d'humilité, que chacun doit comprendre et respecter, c'est que ça ne doit pas partir d'en haut, ni de soi, ni d'un gourou, ça doit partir d'en bas et des gens, et d'une compréhension extrêmement fine de leur système d'attente, des freins
et au contraire des leviers qu'on peut utiliser pour engager avec eux, ce qui n'est pas une conversation à cette époque-là, mais délivrer une injonction efficace. Courageux sans doute, intelligent sans doute, mais simplement je pense qu'encore une fois, en 20 ans, le monde a beaucoup changé. Dans ces campagnes qu'on appelle comportementales et surtout attitudinales, avant d'être comportemental, il faut être attitudinal, il faut parler à des choses dans le cerveau des gens qui sont assez complexes et enfouies. Pour ce type de campagne aujourd'hui, on passe par ce que j'appelle le billard à 3 bandes. On s'adresse à des gens dont on sait qu'ils vont influencer ce que l'on veut atteindre in fine. Je vais donner un exemple, un opérateur de télécom bien connu et leader en France, quand il lance l'iPhone 4 ou 5 ou 6, et qu'il le destine par exemple à une cible de femmes actives et pas très amatrices de technologie, il s'adresse non pas à ces femmes, mais à leurs enfants, pour que eux fassent pression sur elles et la conduisent vers ce choix et cet acte d'achat. Donc la logique d'aujourd'hui, c'est cette communication par contiguïté et par billard à 3 bandes, par effet secondaire, et non pas le badaboum badaboum de ce qu'avait été cette campagne texane.